Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-François Copé, maire de Meaux et ancien ministre. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors c'est une rentrée à haut risque pour beaucoup en politique, mais pour la droite en particulier, divisée, dispersée, avec plusieurs candidats déclarés, certains qui renoncent, comme Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, d'autres qui marchent derrière Édouard Philippe, comme Christian Estrosi, sans évoquer de candidature, là, cette fois à la présidentielle. Vous, ancien ténor de l'UMP, quel est votre sentiment justement quand vous voyez toute la famille politique là un peu en ordre dispersé, toute votre famille politique? C'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change. On retrouve exactement le même scénario à chaque mois de septembre des années présidentielles, à une différence près, c'est que pour ce qui concerne la droite, on est plus que jamais dans ce paradoxe d'un pays qui majoritairement attend une politique de droite moderne, pas de droite ringarde, de droite moderne, c'est-à-dire avec d'un côté l'autorité et de l'autre le progrès, au sens large du terme, et une incapacité à faire émerger un leader, un ou une d'ailleurs. Et donc, c'est cette difficulté-là à laquelle on est confronté aujourd'hui et dont on a du mal à se sortir. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Dans une tribune ce week-end du Figaro, vous ne semblez pas favorable à une primaire qui est toujours évoquée et d'actualité. C'est-à-dire, on est tous d'accord pour dire que c'est mieux d'avoir qu'un seul candidat, c'est évident, sinon on est sûr de ne pas être au deuxième tour. Mais je pense que l'idée qui consiste à faire croire qu'on va régler ce problème par une primaire, c'est-à-dire une espèce de vote interne par des militants plus quelques sympathisants élargis, c'est une très mauvaise réponse à un problème qui est celui de trouver le candidat. C'est parce que vous avez de mauvais souvenirs personnels, vous avez subi un grave échec. Même si du coup j'en suis devenu spécialiste, parce que j'ai effectivement vu de très près, surtout avec le score particulièrement brillant qui fut le mien à l'époque. 0,3%. Absolument. Pardon de le rappeler. Non, mais vous savez, c'est très important, on se nourrit beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. C'est vrai. Non, je pense que au-delà de mon cas, qui était d'ailleurs pas véritablement l'enjeu de cette primaire, on est dans une situation très différente. D'abord parce que les têtes d'affiche n'étaient pas les mêmes. On avait à l'époque un ancien président, deux anciens premiers ministres. On n'a pas ça aujourd'hui. Deuxièmement, parce que le LR d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'UMP que je présidais. Lorsque j'ai quitté mes fonctions au lendemain de la vague bleue des municipales de 2014, on avait entre près de 350 à 400 000 militants et sympathisants mobilisés. Aujourd'hui, on est 50 ou 60 000. LR n'est devenu plus qu'une petite partie de l'opposition. Elle doit se reconstruire complètement. Et si elle doit le faire, elle ne peut pas prétendre aujourd'hui, à elle toute seule, à désigner le candidat. C'est pas possible. Donc en fait, la seule manière de procéder, c'est de le faire parce qu'on pourrait taper une sorte de sélection naturelle qui doit se faire tout au long des semaines et des mois qui viennent jusqu'au mois de janvier, parce que la primaire ne réglera rien. D'abord parce que il y aura peu de participation, donc la légitimité du gagnant ou de la gagnante sera très faible. Deuxièmement, parce que Xavier Bertrand a décidé de toute façon de ne pas y participer. Donc on sait que ce n'est pas une solution, quoi qu'il advienne. Et est-ce que c'est Xavier Bertrand qui pourrait sortir de cette sélection naturelle que vous évoquez? D'ailleurs, c'est quoi la sélection naturelle pour faire émerger un ou une candidate? C'est celle qui a existé depuis le début de la Ve République, c'est-à-dire qu'au fil des semaines et des mois, on voit qui émerge, et on voit bien que vers le mois de janvier, février... C'est pas trop tard, janvier, février. Mais pourquoi c'est trop tard? Mais au nom de quoi est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous avez-vous le souvenir que nous savions dès le mois de septembre, dans les élections précédentes... Il faut s'organiser, Jean-François Copé, il faut avoir des financements, il faut avoir une équipe. Mais qui dit qu'on ne s'organise pas? Que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand, pour prendre les deux candidats aujourd'hui, un peu tête d'affiche, je puis dire, à droite. Juvin, en tout cas, parlons des principaux. Ils sont tous les deux organisés. L'un et l'autre vont avoir naturellement des supporters, vont défendre leurs idées. On verra au mois de janvier qui est le plus en avance, qui crée la dynamique. Et on le verra comment? Je suis désolé de le dire, on le verra par les sondages, par les études de blog. Alors, moi, quand on dit « oh là là, on ne choisit pas ces candidats par les sondages », ça me fait bien rigoler. Tout le monde est obsédé par les sondages. On ne regarde que ça. Alors, bien sûr que ça n'est pas la seule clé. Bien sûr que les sondeurs se trompent. Sauf que moi, j'ai quand même le souvenir qu'en 1995, c'est vers le mois de février-mars, le 24 février exactement, que Jacques Chirac
est passé devant Édouard Balladur. Il n'est plus jamais repassé derrière. Les sondages donnaient Alain Juppé, il y a 5 ans, largement en tête à cette période de l'année. Et ce n'est pas lui qui s'est retrouvé finalement candidat. Et entre-temps, il y a eu une primaire. Oui. Et cette primaire a filtré de manière tout à fait différente et a conduit en 8 jours à une bascule. Très bien. On sait ce qu'il en est advenu. Et à ceux qui me disent « Ah oui, mais c'est les affaires qui ont perdu François Fillon », je suis désolé, je dois quand même rappeler qu'une primaire, c'est fratricide. Et que les gens se haïssent parce que comme il n'y a qu'un seul lit pour plusieurs rêves, tout le monde se déchaîne les uns contre les autres. Et ça crée des écuries. Et quand François Fillon a eu toutes les difficultés qu'il a eues, on ne peut pas dire qu'il a été spécialement soutenu par les uns et les autres, parce que les rancœurs sont revenus immédiatement. Donc la méthode de Christian Jacob avec son enquête, son panel, c'est une bonne méthode plutôt que la primaire? Au moins, l'avantage, c'est que c'est une indication supplémentaire. Oui. Moi, mon point, c'est que ça ne réglera pas non plus le problème. Ce qui réglera le problème, c'est qu'au fil des semaines et des mois, le marathon entre les candidats à la candidature se mettant en place, je fais pari qu'entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, la sagesse l'emportera le moment venu. Parce qu'ils sont ni l'un ni l'autre complètement irrationnels et qu'ils voient bien que celui des deux qui est derrière l'autre porte à jamais la marque de celui qui a fait perdre son camp. Donc en réalité, c'est aussi ce pari-là qu'il faut faire, celui du bon sens. Vous dialoguez avec les deux. Est-ce que l'un doit renoncer? L'un des deux doit renoncer? Pas aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre renonce. Mais on verra où ils en sont. Encore une fois, je le répète, en janvier, février, nous aurons largement le temps à ce moment-là de prendre les décisions. Parce que ça veut dire derrière que celui qui renonce, il se rallie à celui qui demeure. On crée une équipe, tout le monde est là. On a évité les mots irréparables, les haines recuites. Et on fait ça de manière un tout petit peu plus détendue que dans cette ambiance de primaire qui va évidemment créer des tensions dès maintenant. Oui, Jean-François Copé, vous, l'ancien adversaire finalement de Xavier Bertrand, vous le rejoignez dans sa méthode alors aussi? Non, mais d'abord, on n'a pas été spécialement adversaire. Plus ou moins. Non, mais la politique, vous savez, c'est ça. La politique, c'est des hauts et des bas. Ça, c'est toute la vie. Vous savez, d'abord, vous avez sans doute remarqué que les responsables politiques ne mourraient jamais, qu'ils étaient les uns sur les autres pendant 40 ans, et donc il y a des moments où ils s'aiment bien, d'autres où ils s'aiment pas. Ouais. C'est généralement s'il y a un alignement d'intérêts ou pas. J'ai compris depuis bien longtemps que l'affect c'était terminé. Bon. Donc le vrai sujet, il n'est pas là. Le véritable sujet, il est d'être capable de proposer une alternative à droite, parce que quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, il y a aujourd'hui des trous dans la raquette dans la manière de gérer ce pays. On fait un certain nombre de choses qui sont extrêmement positives, je le dis. Je pense que la gestion de la crise sanitaire, globalement, est plutôt bien assumée. Il y a eu des bonnes décisions, pas toutes, mais plutôt bonnes. Je pense que la droite n'aurait pas fait beaucoup mieux. Je pense, en revanche, que dans le domaine régalien, nous sommes très vulnérables et qu'il faut absolument remettre de l'ordre, de l'autorité, et dans ce domaine-là, que ce soit les risques intérieurs ou les risques extérieurs. La crise afghane, de ce point de vue, me paraît être une menace majeure qui exige que la France organise de manière très puissante son dispositif de sécurité. Là-dessus, je pense que la majorité actuelle n'est pas en situation de le faire. Oui, parce que c'est pas ses idées fondamentales. Certains de vos amis ou de vos anciens amis, je ne sais plus qui est ami ou ne l'est pas, ont marché hier avec Édouard Philippe du côté de Fontainebleau. Je pense à Christian Estrosi et autres. Est-ce que Édouard Philippe peut être un recours encore potentiellement pour la droite classique? Je pense. Moi, j'aurais vu cela avec beaucoup d'intérêt. Je le lui ai d'ailleurs dit, mais à partir du moment, je sais qu'il y a d'ailleurs réfléchi, mais à partir du moment où il a clairement fait comprendre, au moins par son silence, qu'il ne serait pas candidat à cette élection, on va faire une haie après l'autre. Donc pour 2022, c'est pas le sujet. Voilà. Oui, bon, après, ils se sont vus, ils ont déjeuné. Fontainebleau est une ville magnifique dans un département sublime qui est la Seine-et-Marne, à quelques encablures de mots. Oui. Donc je ne vois que des avantages à ce qu'ils aient choisi ce département pour se voir tous. Comment vous comprenez la décision de Laurent Wauquiez de ne pas y aller? Je sais pas. Écoutez, je pense que c'est parce qu'il a dû penser que c'était pas son heure. Ouais. C'est d'ailleurs ce que je pense. Je l'avais d'ailleurs écrit. Je pense que c'est pas son heure, donc c'était plutôt sage qu'il ne le fasse pas. Jean-François Copé, ce n'est pas son heure ou ce n'est pas l'heure finalement de la droite de LR, d'un candidat LR? Est-ce que ça on verra bien. Là, vous êtes un peu plus rapide que la musique. On verra bien le résultat au présidentiel au mois d'avril. C'est ce que certains disent déjà à droite, que finalement cette élection est quasi pliée. Oui, mais ça, on l'avait dit aussi d'Édouard Balladur, on l'avait dit de... Non, ça, franchement, là, faut pas jouer avec ça. Non, aucune élection n'est pliée. Les Français sont des très vieux habitués de la démocratie et ils aiment bien qu'on n'impose pas les choix, donc il faut laisser faire les choses tranquillement. Non, je pense simplement que il y a
une séquence possible pour la droite, pour qu'elle reprenne le pouvoir, parce que du point de vue idéologique, les Français l'attendent. Mais ils l'attendent à condition que celle-ci soit incarnée par un homme ou une femme qui soit capable de porter ces valeurs-là. Parce que je voudrais quand même rappeler que c'est ça notre sujet de fond. Ouais. C'est qu'il manque aujourd'hui un certain nombre de décisions qui ne sont pas prises, que ce soit dans le domaine de l'autorité, je l'ai évoqué tout à l'heure, ou dans celle du progrès. La droite peut incarner dans ce domaine des choses formidables. Progrès scientifique, dans cette période de crise sanitaire, progrès écologique, progrès social également, progrès économique. Dans tous ces domaines, nous avons un message formidable à porter, de modernité, qui correspond à ce que veulent les gens, dès lors qu'on assure l'ordre et l'autorité dans un pays qui a besoin de retrouver des valeurs. Ouais. Si on n'est pas capable de porter ce message, effectivement, il faut arrêter la politique. Et quelle impression vous fait Éric Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, moi, d'abord, je le connais depuis toujours. Il était journaliste. Ouais. J'ai d'ailleurs fait un débat avec lui il y a quelques temps. D'y aller? Je sais pas, moi je suis pas les choix personnels. Je dis juste une chose, c'est que dire qu'on est candidat, créer une attente est une chose. Rentrer dans l'arène et commencer à se confronter à des gens qui savent ce que c'est que la réalité du terrain, c'est pas pareil. Et là, il faudra pas qu'ils viennent nous expliquer simplement que son fonds de commerce, c'est le grand remplacement et le fait que Pétain a sauvé des Juifs, parce que ces horreurs-là, c'est bien sympathique, mais enfin c'est pas avec ça qu'on règle les problèmes du pays. C'est comment est-ce qu'il compte traiter des problèmes auxquels des gens comme moi-même, nous sommes confrontés au quotidien depuis des années en tant que maire, la réalité d'une intégration qui a parfois échoué mais qui a parfois réussi, comment on traite les questions des banlieues, la question de la sécurité, les questions de l'Europe, tout ça c'est bien gentil. Encore une fois, sur un plateau de télé ou de radio, dire on balaye tout ça, on renverse la table, génial. Après il y a la réalité. Et je pense qu'il y a une exigence aujourd'hui. C'est ce que vous dites, quoi. D'abord, c'est un métier, la politique. Ouais. Il faut bien falloir qu'un jour on le dise que c'est un métier et que ça doit être fait par. Et comment se traduit d'ailleurs ce métier? Par l'expérience, pas l'expérience des plateaux de radio ou de télévision, l'expérience du réel. Vous voulez revenir dans la vie politique en tant que telle, justement, au niveau national ou pas? Écoutez, c'est pas du tout mon intention aujourd'hui, parce que d'abord j'ai changé. Vous en avez quand même envie ou pas? Non, d'abord j'ai changé un peu de vie parce que je me suis beaucoup consacré à mon mandat de maire et puis également je suis avocat. J'ai été heureux que mon honneur me soit rendu dans cette affaire Big Malion par la justice, qui, en faisant ce qu'elle a fait, m'a permis tout de même de sortir de cette haine anormale dont j'ai été l'objet il y a quelques années. Ensuite, pour le reste, non, j'ai pas aujourd'hui l'intention de prendre des responsabilités actives au niveau national. En revanche, de participer au débat, de donner mon point de vue et, dans la mesure du possible, de contribuer à trouver des chemins et des solutions. L'expérience que j'ai accumulée me permet effectivement de la partager avec d'autres. Un dernier mot, Jean-François Copé. Vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui avocat. L'application du pass sanitaire pour près de 2 millions de salariés, est-ce que c'est un bon outil pour faire reculer l'épidémie, le pass sanitaire, tel qu'il est pratiqué? C'est même pas que c'est un bon... C'est le seul outil. C'est le seul. Je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer avec tout ça. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez terrible quand on regarde par exemple les images d'un journal télévisé entre le premier titre qui est les Français qui ne veulent pas ceux des Français qui ne veulent pas de la vaccination ou du pass sanitaire. C'est pas tout à fait la même chose entre le pass sanitaire et la vaccination. Je vais tout de suite revenir là-dessus. Ouais. Et de l'autre, les drames que l'on peut voir dans d'autres pays. Je pense évidemment à l'image de Kaboul. Bon, il faut quand même qu'on atterrisse. Nous avons la chance d'être dans un grand pays qui finance aux frais du contribuable, mais qui finance gratuitement l'accès à la vaccination et aux soins. On peut quand même un moment se dire que ce progrès scientifique exceptionnel mérite d'être salué. Le pass sanitaire, c'est le moyen de préserver l'ensemble d'une population. Je n'arrive même pas à voir où est le problème. C'est grâce à cela qu'on peut revenir dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, qu'on peut aller sur les lieux de vacances et qu'on peut aller travailler. Mais c'est formidable. Grâce aux technologies modernes et à une volonté politique partagée des grands partis d'opposition et de majorité de ce pays. Certains disent que ça va trop loin par rapport aux libertés individuelles quand même. Oui, je sais, mais j'entends ce discours. Et vous avez vu, à l'étranger, on ne l'applique pas forcément. Mais attendez, mais Patrick Roger, j'entends très bien ce discours, mais on veut quoi? C'est quoi l'alternative? Tous ceux qui ont eu des Covid graves vous racontent en détail, faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. Et de l'autre, ceux qui l'ont pas eu, pour certains d'entre eux, disent « Ah, je prends mon risque ». Mais on ne le prend pas que pour soi, le risque. On le prend pour les autres, pour ceux à qui on transmet. Enfin, pardon, c'est même pas un problème de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite. Même Mélenchon, il s'est fait vacciner. Il a préféré donner les conseils aux autres, mais il a pris le vaccin pour lui. C'est bien que quelque part, à un moment, c'est bien de surmonter ces contradictions entre l'idéologie facile et la réalité concrète. Merci, Jean-François Copé était notre invité de Sud Radio ce matin.